Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de vous être réfugiés ici, bien au chaud, sous les plumes des coqs peut-être. Et toujours vraiment très très heureuse de venir à Saint-Dié, retrouver les uns les autres, rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment toujours un grand plaisir d'être là. Et aujourd'hui, donc, de vous présenter ce travail sur les combats de coqs à Bali et au Timor oriental. C'est une présentation qui s'inscrit dans une approche globale des jeux d'argent, donc dont font partie les combats de coqs. Je travaille sur ce thème des jeux d'argent depuis une décennie, dans différents lieux, avec l'idée de croiser une approche un peu générale sur les grandes tendances des jeux d'argent et de leur spatialité surtout dans le monde, avec des carottages locaux, donc c'est-à-dire des entrées beaucoup plus spatialisées. Et en tant que géographe, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, d'abord mon approche, puis notre approche avec mon collègue Boris Lebeau qui est ici, par avant tout des lieux où se pratiquent ces jeux d'argent, et ce, donc d'une échelle globale. Et on voit ici derrière moi que l'Indonésie fait partie... attendez, tac, on va mettre le petit pointeur. Voilà. Que l'Indonésie fait partie des minoritaires pays du monde où les jeux d'argent sont totalement interdits, donc comme son voisin le sultanat de Brunei, plus loin l'Arabie Saoudite ou encore le Yémen. Ça, c'est pour une échelle globale, mais ce qui nous intéresse évidemment, c'est l'emboîtement des échelles jusqu'au local, et en l'occurrence celle des galodromes, qui est le nom générique des arènes où se déroulent les combats de coqs. Alors, comme craint pour moi et annoncé lorsque j'ai fait la proposition de communication, donc pas de mensonge, les enquêtes de terrain que j'avais envisagées sur ce thème, donc il y a quelques mois, j'ai pas pu les faire. Donc il ne s'agit pas de vous présenter le résultat d'un travail de terrain extrêmement récent, mais plutôt d'exposer des pistes de recherche et de réflexion à partir de travaux tout de même effectués sur ce thème déjà au Timor oriental, et de façon plus récente à Bali, mais on va dire que ce n'est pas un gros terrain récent. Voilà. Alors les combats de coqs, ben, c'est une pratique qui est très partagée dans le temps, puisqu'on trouve des traces artistiques, on peut dire, de ces pratiques chez les Grecs, chez les Romains, donc ici par exemple mosaïque romaine à Pompéi, mais aussi sur les temples d'Angkor, donc dans l'actuel Cambodge, dans la France du 19e siècle, vous avez une photographie à Roubaix en 1906, et puis en Colombie, avec cette gravure dans un village dans la région de Magdalena en Colombie. Donc une pratique extrêmement partagée dans le temps, dans l'espace. Et dans mes expériences sur les combats de coqs, donc j'ai travaillé d'un bout à l'autre du monde, si on peut dire, puisque j'ai travaillé en Haïti, pays cher à certains d'entre vous dans la salle, je le sais, jusqu'au Timor, où on les appelle donc les Futumanu. Et là, sur les photographies que vous voyez, en fait, il y a Haïti et le Timor, et c'est pas forcément très évident de reconnaître qu'est-ce qui est où, dans la mesure où on a des constantes dans ces pratiques, des traits communs. Parmi ces traits communs, la première, c'est la masculinité. Alors la masculinité, y compris dans le langage, puisque la métaphore coq en anglais, sexe masculin, mais en fait elle s'applique dans toutes les autres langues où, à ma connaissance, les combats de coq existent, c'est-à-dire que donc, mon coq va battre le tien, c'est littéralement, bon vous avez compris, je suis plus fort que toi et la mienne est plus vaillante. Voilà. Donc ça c'est constante de la masculinité, constante aussi dans les techniques précises d'élevage et de préparation, ça se fait pas comme ça. Dans le soin apporté au coq, alors voilà, maintenant le soin apporté au coq, vous voyez, voilà, comme ici par exemple, où il est lavé, shampooiné, etc. Et puis aussi, très important, le tissage d'une sociabilité extrêmement forte avec des systèmes de on va assister à un combat de coq à un endroit, on revient à un autre endroit, etc. Et bien sûr, l'organisation de paris, ce qui en fait aussi un jeu d'argent. Donc autant d'éléments qu'on va retrouver d'un espace à l'autre. Alors, pour sûr, c'est une pratique qui est très répandue en Asie du Sud-Est. Vous le voyez ici, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodge, aux Philippines, etc. Donc c'est un héritage culturel dans cette ère du Sud-Est asiatique, en Thaïlande aussi. Et dans le cas qui nous intéresse, cette pratique donc très répandue finalement,
on peut se demander si, au-delà de la pratique héritée, et c'était l'hypothèse de départ, est-ce que les combats de coq permettent de lire des formes d'affirmation culturelle, identitaire, voire de résistance, comme indiqué ici sur ce t-shirt, aux dynamiques javanaises, puisque les jeux d'argent sont interdits en Indonésie centrale, entre guillemets. Donc, pour reprendre le texte de l'appel à communiquer, bon élève que je suis, cette réflexion s'inscrit à l'échelle nationale autour de la question de la cohésion de cet immense État archipel, alors que les inégalités spatiales restent marquées entre villes et campagnes, entre Java et les îles extérieures. Ici, en termes d'îles extérieures, il s'agit donc de Bali et de Timor, qui sont situées toutes les deux à l'est de Java, et qui partagent, on va dire, un côté dedans-dehors, en raison, entre autres, d'une forte identité culturelle. Alors, dans le cas du Timor, qui a été sous administration indonésienne ou sous occupation indonésienne entre 1975 et le début fin 20e, début 21e siècle, l'évolution du statut des combats de coq, donc Futumanu, c'est le nom en tétoum, permet d'explorer plus largement, on va le voir, les relations avec l'ancienne puissance occupante, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, des tensions réapparaissent entre le Timor et l'Indonésie, notamment sur le tracé de la frontière dans l'enclave d'Oekusi. J'y reviendrai très rapidement. Dans le cas de Bali, cette pratique, qui s'appelle localement Taren, met à jour le tiraillement entre la nature même de ce jeu d'enfer, pour reprendre l'expression de Clifford Geertz, qui est, on va en reparler, l'anthropologue qui a parlé des combats de coq, et de l'autre côté, cette île des dieux, avec cet imaginaire touristiquement construit d'une île qui est devenue une destination. Donc dans les deux cas, même s'ils diffèrent bien évidemment à la fois dans leur appartenance effective à l'Indonésie, puisque Bali est indonésienne, mais pas le Timor oriental, donc différence effective dans le rapport à l'Indonésie, dans le rapport à Java, la pratique des combats de coq a pour point commun d'ouvrir à interroger ce modèle socio-politique original du pays, qui est résumé donc dans cette devise, l'unité dans la diversité, et aussi les tensions identitaires qu'il comporte. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, si l'État se définit donc depuis Max Weber par le monopole de la violence physique légitime, et qu'il a longtemps eu celui aussi de l'émission de la monnaie, il s'est aussi assuré le monopole du jeu d'argent. Celui qui a la puissance d'interdire les jeux peut tirer profit des dérogations. On peut jouer ici, on ne peut pas jouer là. Donc c'est vraiment, ça relève du régalien. Et avec les combats de coq, il est à la fois question de jeu d'argent et de violence quelque part. D'où ce troisième point, c'est lisser les plumes des coqs combattants. Ça relèverait d'une affirmation du régalien, mais sûrement perdue d'avance. Je dévoile déjà la fin, ça ne va pas marcher. Alors, du côté du Timor, donc c'est un pays qui fait 15 000 km², donc un pays qui fait à peu près 3 fois le département des Vosges, avec 1,4 million d'habitants. Le PIB est comparable à peu près à celui de la Birmanie. Et autre spécificité, c'est l'importance de la ressource pétrolière dans ce pays, puisque c'est plus de 80% du budget national qui est alimenté par un fonds souverain pétrolier, donc un État pétrodépendant, et dont l'indépendance, en fait c'est la deuxième indépendance, mais bon, l'indépendance date de 2002, donc le premier État né au XXIe siècle pour ce Timor oriental. Donc vous avez ici le drapeau, donc vous avez une carte, et l'enclave d'Oekusi dont je parlais tout à l'heure en disant qu'il y avait des tensions à la frontière, elle est donc située ici. Et puis vous avez ce texte, mon coq et mon courage, les ailes blanches frappent la poussière, ma gloire et ma vie dans ce cercle de confiance, la bonne couleur à la bonne heure, pas de feu, mais des lames mènent cette guerre. Ça, c'est pour illustrer, c'est un poème qui sort d'un film timorais de 2010, l'importance de cette pratique, une pratique qui est millénaire. Alors millénaire, c'est documenté de façon, on va dire, imparable, puisque vous avez ici des peintures rupestres qui sont, alors vous avez à gauche évidemment la vraie peinture et puis après son décryptage, si on peut dire, par le secrétariat d'État à la culture du pays, où on voit donc une scène de combat de coq, et ces peintures auraient entre 2000 et 6000 ans. Donc on est vraiment sur une pratique effectivement millénaire. Mais
à la fois donc, un héritage important, jusque à l'heure actuelle, en passant par des étapes intermédiaires. Alors là, c'est simplement un extrait que j'aime bien mettre de plan type de la maison de Tétoum. Tétoum, c'est le principal groupe ethno-linguistique du Timor. Et vous avez donc dans ce plan qui a été fait par un anthropologue dans les années 90, vous avez l'endroit où se situe le combat de coq. Ce serait un peu l'équivalent, si vous voulez, de la niche du chien qui est devant la maison. Donc ça fait vraiment partie complètement de la construction domestique de la vie quotidienne timoraise. Et à l'heure actuelle, c'est là où il y a le suspense, est-ce que ça va marcher? Je vais vous montrer un petit extrait de Combat de coq, donc je préviens les âmes peut-être un peu sensibles, mais il faut bien savoir de quoi on parle concrètement. Avant ça, vous allez voir un monsieur, ça va durer 1 ou 2 minutes, vous allez voir quelqu'un qui est organisateur de combat, en fait il est maître des plumes, c'est-à-dire que c'est lui qui décide quel coq va se battre contre quel coq et à quelle heure. Voilà. Alors c'est là où j'espère que la technique va fonctionner. qualidade de fulo. Nebe manusiane hutu, manusiane ia mean, ia mutin, ia jala, ia bure, ia sasapu, ia melu. Manusiane ia hutu, manusiane ia fulo hutu para bel futu. Mas be ia kumpor emane bebe, costumi ne carne manu ne manansa horas. Anse ne car manu jala futu tuktolo, ko manu muti. Ne tawa tuktolo ba, mas bang mutin ba emane manu ne segredo lahtene. Ne teste sikar no batawa de hono tuktolo mana manu mutin ba, manu mutin bom mameta mateli lahtene. Então, qualidade manu nini fulo. E depois, anessa cari, anessa guru cari, guru ne segredo iri dak nini. A vela descobriu baia mai. Pour vous montrer donc de quoi il s'agit concrètement. Et c'est un extrait d'un film qu'on avait réalisé avec Emmanuel Cano en 2014. Alors on voit bien qu'on a le côté un peu exutoire, mais exutoire de quoi, avec l'excitation, l'énergie autour de ce combat. On voit qu'on a le côté lieu à part, puisqu'il y a l'endroit où se déroule le combat et l'extérieur, on va dire la séparation entre l'objet
des regards et du pari et les spectateurs. Et pour reprendre Guy Debord, on a bien cette idée de la séparation comme alpha et oméga du spectacle. Donc là, en l'occurrence, de part et d'autre du Galodrome, donc des lieux à part, qu'on retrouve à la fois dans les villes et dans les campagnes. Donc là, vous avez une série de galodromes en gros, Dili, c'est la capitale, une ville secondaire ou encore un tout petit qui est ici. Alors, il faut que je reprenne mon pointeur, qui est là. Donc vraiment la forme élémentaire, si vous voulez, du Fatim Manoufutu, donc du lieu du galodrome. Et puis, si on remonte un peu dans le temps, puisque c'est un peu ça quand même l'objectif, de cette institution sociale en Haïti, il y a un auteur qui parle de la gaguerre, donc le combat de coq en Haïti, comme d'une institution sociale. Et effectivement, dans le cas de l'île de Timor, on a aussi cette notion d'institution sociale, et au temps du portugais, puisque avant d'être sous occupation indonésienne, le Timor était portugais. Vous aviez cette tentative d'abord de la colonisation portugaise, du gouvernement colonial, de mettre fin à la pratique des combats de coq. Et puis, finalement, voyant que ça ne marchait pas vraiment, de plutôt, on va dire, le concentrer et d'en tirer profit en instaurant une taxe sur les combats de coq qui avaient lieu les jours de marché, donc de façon assez contrôlée. Et vous avez là une citation d'un chercheur des années 70. Donc voilà, c'était organisé dans des marchés, il y avait des taxes à payer, des droits d'entrée officiels, etc. Même si dans les montagnes, il y avait plein de combats de coq qui avaient lieu, qui échappaient. Mais donc une espèce de demi-mesure et on va dire d'arrangement du pouvoir avec ces marchés encadrés. Et puis ensuite, deuxième phase importante, et c'est en ça qu'on rejoint la question de la résistance ou pas à Java, c'est que c'était aussi un vecteur de la résistance. Alors là, on est sur la deuxième tentative de microfilm, simplement pour vraiment montrer qu'on est au cœur de la résistance timoraise pendant les années 70. Au début, il n'y a pas de son. Donc là, c'est filmé, on va dire, avec la guérilla de résistance aux Indonésiens. Donc on est vraiment dans les montagnes et on voit que dans les montagnes, ces combattants regardent ces combats de coq. Bon, voilà, c'est un divertissement qui les rend heureux, pour le coup, dans leur montagne. Et avec cette importance, alors je vais quand même l'arrêter. Tac. Bon, ça, voilà. Avec cette idée que les membres, alors pas tous évidemment, mais une partie des membres de la résistance timoraise se livraient à ces combats, non seulement pour leur valeur symbolique, pour remonter le moral des guérilleros, et dans ces combats symboliques, un coq blanc, vous avez bien compris tout à l'heure que la couleur des plumes était très importante, un coq blanc pouvait représenter les forces indonésiennes, le coq rouge c'était la résistance timoraise, et que donc il fallait à tout prix évidemment que le coq rouge batte le coq blanc. Et puis des rituels aussi sacrificiels impliquant des coqs étaient pratiqués pour obtenir la protection et puis des conseils stratégiques pour vaincre l'occupant indonésien. Donc on voit bien qu'il y a un lien avec cet esprit de résistance et les combats de coqs, clairement, dans le cas du Timor, et que cet esprit de résistance, qu'est-ce qu'on en fait quand on a un pays indépendant ? Donc indépendance du Timor 2002, et là vous avez une image intéressante parce qu'il s'agit en fait de Xanana Gusmao qui a été un grand résistant, grande figure, la figure de la résistance au Timor, en même temps qui a été le premier président de la République et qui est l'actuel Premier ministre, donc vraiment personnage très important, et on voit qu'il est en train en fait de faire se connecter des coqs pré-combat. Alors, donc la continuité entre le symbole de la résistance, l'esprit de la résistance, les combats de coq, toujours importants. Et puis, dès 2009, il y a eu une législation sur je dis dès 2009, puisque indépendance en 2002, donc 7 ans après, réglementation sur les jeux d'argent, avec un statut spécial pour le Futu-Manu. Ce statut spécial, on le retrouve dans cet extrait d'entretien, avec l'idée de dire, oui, mais dans le futur, en fait, en gros, les combats de coq, c'est traditionnel, on ne peut pas y toucher, mais on voudrait avoir des infrastructures spécifiques, et puis avoir ensuite une organisation un peu plus organisée, et puis des lois qui permettent que les combats de coq ne soient pas mêlés aux autres jeux d'argent. Donc le côté à part des combats de coq, pas comme un jeu d'argent comme un autre.
Donc, tout l'enjeu, c'est de ne pas renier ces ferments identitaires, puisque c'est très fortement lié, encore une fois, à la résistance. Donc là, vous avez quelques images avec ces drapeaux timorais, avec ces couleurs très fortes. C'est dans un cimetière des martyrs en 2009. Et on va retrouver... Là, ce sont en fait en bas à droite, ce sont des cages dans lesquelles on déplace les coqs. Hein, donc c'est une mise en scène hein, que cette image, mais avec l'idée combat de coq, résistance. Et puis là, l'emblème, ce sont des coqs, hein, ce n'est pas des poules pondeuses qu'on a voulu mettre là hein, sur le timbre, comme sur cette pièce hein, de 2011 qui était pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance du Timor. Donc on voit bien qu'on a un ferment identitaire important, mais en même temps un État indépendant. Qu'est-ce qu'on fait de ce jeu d'argent-là? Parce qu'il s'agit de tradition, il s'agit de courage, il s'agit d'identité, mais aussi d'argent. Vous l'avez vu dans l'extrait de film, ce sont des dollars hein, qui sont utilisés au Timor, des dollars états-uniens qui circulent. Et puis, non seulement il y a l'argent qui est parié dans les galodromes eux-mêmes, mais il y a tout ce qui circule autour de ces galodromes. Et l'un dans l'autre, en fait, alors si on imagine par exemple à Dili, il y a 4 lieux majeurs de combat de coq. Chaque semaine, c'est à peu près 25 combats qui ont lieu. Le week-end, c'est parfois le double dans le week-end. Et à chaque fois, vous avez donc tout cet argent liquide qui circule, qui reste, qui ne part pas du pays, si vous voulez, qui reste localement. Alors, certes, en général, les gros galodromes payent une redevance à l'autorité municipale et une autre au service d'enregistrement et de vérification des entreprises. On imagine bien que tout ce qui circule n'est pas vraiment taxé, on va dire, de façon bien systématique et bien tracée. Et en gros, plus le coût du combat, donc plus les paris sont élevés, plus évidemment le profit est important pour ceux qui l'organisent. À côté des organisateurs eux-mêmes, vous avez aussi tous les petits métiers. Alors par exemple, vous avez vu que ce sont des lames qui sont accrochées aux ergots des coqs. Ça s'appelle des taras. Il y a des loueurs de taras et donc on est payé pour les louer, on est payé pour les mettre aux éperons des coqs. Donc ça aussi c'est un métier, en tout cas une activité qui rapporte de l'argent. Après il y a ceux qui recousent les coqs après les combats. Donc il y a tous ces métiers-là où il y a de l'argent, enfin de l'activité, de l'argent qui circule. Et puis vous le voyez ici sur la photo de gauche, hein, d'autres jeux qui ont lieu autour des lieux de combat de coq. Là c'est un genre de loto. Et tout ça, évidemment, ça fait circuler beaucoup d'argent. Donc, on voit bien qu'on a à la fois quelque chose qui est de l'ordre de la circulation économique très difficile à quantifier, qu'on a un poids, un rôle social important à côté du côté identitaire, mais dans ce Timor indépendant où la communauté internationale a eu un poids très important, hein, le rôle de l'ONU, etc., eh bien, combat de coq, c'est quand même pas très 21e siècle. Et donc, vous avez par exemple en 2012 un rapport qui a été rédigé pour le PNUD et qui met en avant les conséquences négatives de ce sport, des paris qui l'accompagnent, notamment la pauvreté et la violence domestique. Et puis dans le film dont je vous ai montré un extrait, il y a un jeune homme qui dit « Moi, avant les combats de coq, je ne pensais même pas à les regarder avec un regard jugeant, mais là maintenant, avec tous ces étrangers qui sont venus dans le pays, ça a changé mon regard. » Donc on voit bien qu'on a l'inscription du pays dans une communauté internationale avec des regards et des normes occidentales qui fait que le regard change aussi. Et là, vous avez un article qui date de 2023, donc très récent, dans un média porté par de jeunes Timorais, donc pas des étrangers, des Timorais, où on peut lire que, ok, à l'époque de la résistance, le combat de coq, bon, c'était quand même quelque chose d'important et que c'était presque nécessaire à maintenir le moral des troupes, mais qu'il y a une perte du sens profond du jeu, perte du socle, avec de plus en plus de combats, une dilution dans le temps. Avant, c'était des jours précis, maintenant, c'est un peu tout le temps. Et puis, l'article évoque une tradition sexiste en opposition avec le bien-être animal. Donc là, on voit bien qu'on a complètement basculé dans un discours autre, hein, qui n'avait évidemment pas du tout voix au chapitre précédemment. Donc, incontestablement, bien au-delà du rapport de résistance à l'Indonésie, le rapport à cette pratique renseigne sur la manière dont le Timor s'inscrit dans cette communauté internationale aux normes occidentalisées, peu favorable à cette activité, ce qu'on voit aussi à Bali. Alors, ce qu'on voit aussi à Bali, de façon évidemment différente, alors, donc, Bali, ça fait partie des petites îles de la Sonde, superficie comme les Vosges, à peu près, hein, 5600 km², 4 millions d'habitants, et puis,
comme on peut lire sans aucune essentialisation, les Balinais, c'est un peuple paisible et souriant, très proche de la nature, qui consacre du temps aux offrandes, aux prières, aux divinités. Voilà, c'est vraiment l'image voilà, d'Épinal de Bali. Et dans leur rapport aux animaux et cette proximité, eh bien, on se figure l'île même, vu sa forme, comme un petit coq très fier, plein d'assurance, le cou tendu, le dos rond, la queue en l'air, défiant éternellement la grande, l'inepte, l'informe Java. Alors cette citation, elle est du texte de référence sur les combats de coq, qui date, alors c'est une réédition en 83, mais qui a été rédigée en 1958 de Clifford Geertz et qui s'appelle Jeu d'enfer, donc note sur le combat de coq balinais. Et dans son texte, donc il explique que, vous l'avez là, sauf occasion spéciale, les combats de coq sont interdits par la loi de la République, donc la nouvelle République indonésienne qui, à ce moment-là, quand il écrit, a une dizaine d'années, parce que c'est en 58 qu'il écrit, alors que ça ne l'était pas sous la loi hollandaise. Et effectivement, vous avez là un tableau qui date de 1932 et qui montre une scène de combat de coq donc sous la colonisation hollandaise. Et, écrit-il, en grande partie, c'est là le résultat de ces affectations de puritanisme qui accompagnent volontiers le nationalisme radical. Donc pour lui, il y a en gros une incompatibilité entre ce nouvel État indonésien et cette pratique, donc vous avez là, que l'élite condamne pour ce que les étrangers vont dire, donc une mauvaise image à l'extérieur du pays, et puis l'élite qui considère que le combat de coq, c'est primitif, arriéré, entrave au progrès, et qu'en général, ça ne sied point à une nation ambitieuse. Ça, c'est la lecture donc, de 1958 par cet anthropologue, et qui dit aussi que la police, qui est presque entièrement javanaise et non balinaise, estime qu'il est de son devoir de faire des descentes et pour confisquer et arrêter les combats de coq généralement. Donc on voit bien que là, il y a cette idée de une pratique qui n'est pas compatible avec l'État, on va dire l'État javanais, pour le dire simplement, et que dans cette façon de l'aborder là, en 1958, on va trouver des continuités avec pourtant une tradition balinaise, c'est-à-dire que là vous avez quelques reproductions de tableaux d'Afandi, qui est un grand peintre indonésien, et qui met en avant, alors c'est pas vraiment des images d'Épinal du combat de coq, on a quelque chose de dramatique dans l'énergie et dans le poids social et dans la virulence et la violence de ces scènes de combat. Donc on voit bien que une ambiguïté, toujours pareil, entre une pratique très balinaise qui est très condamnée. Et si j'avance dans le temps, à l'heure actuelle, plus récemment en tout cas, comment se positionner ? Alors comment se positionner ? Là, il y a un film qui a été tourné il y a quelques années qui s'appelle Taren, donc combat de coq, et qui se propose de donner une ethnographie sensorielle sur les combats de coq balinais. Et le film est présenté de la façon suivante, vous le voyez, sans approuver ni condamner cette tradition. Le film immerge le spectateur dans les domaines visuels et auditifs de l'acier, des plumes, du sang et de l'argent qui définissent le Taren. Donc on se sort du jugement de valeur, on dit juste, nous, on a une approche ethnographique, mais on ne peut pas le condamner ou l'approuver, puisqu'il y a cette ambiguïté qui traîne. Et puis, on le voit ici aussi, en fait, si vous commencez à chercher, vous allez avoir pléthore de blogs divers et variés, de sites internet qui vont parler des combats de coq à Bali dans tous les sens. Donc, on voit bien que se positionner n'est pas facile. Alors, soit c'est du côté de la défense. Alors, la défense, c'est l'image que j'ai donnée au début, avec ce t-shirt. N'oubliez pas votre culture, puisque défendre le combat de coq, c'est défendre une culture balinaise. Et dans l'autre article qui est ici, qui date de 2016, The Clandestine Cockfight, vous avez alors toute cette tension, cette énergie, là on la voit bien dans cette pratique. Et puis l'article dit, alors que de nombreux occidentaux ou visiteurs condamnent les combats de coq comme étant cruels, on peut se demander s'ils ont déjà vu les poulets d'élevage en piteux état qui sont trimballés d'un endroit à l'autre, qui sont, elles, les véritables victimes, alors que les coqs combattants, eux, en fait, pendant 2 ans, ils ont une super vie, et voilà. Et puis à la fin, encore plus intéressant dans l'article, donc écrit par un Indonésien,
qui dit « En dehors de tout cela, dans un environnement de plus en plus industrialisé, le Taren donne aux hommes balinais l'occasion de profiter de leur identité balinaise, libérée pendant un moment de toutes les contraintes qu'ils doivent gérer dans leur vie. » Donc on a vraiment cette idée de l'association de la pratique avec une forme de défense. Mais alors défense de la pratique parce qu'elle-même est une forme de défense. Et là, vous avez les travaux d'un anthropologue contemporain états-unien qui lit les combats de coqs comme étant, lui, une désobéissance de Bali à Jakarta, mais aussi au tourisme de masse. Donc cette double volonté de mettre à distance à la fois le façonnement par Java de l'imaginaire balinais, avec cette instrumentalisation, si vous voulez, d'une certaine forme d'imaginaire. Et il dit, ben voilà, les balinais y ont intégré un soupçon de mécontentement, un léger parfum de rébellion, d'opposition à l'éthique touristique et à la fausse réalité. Fausse réalité, sous-entendu, celle qui est vendue aux touristes. Donc c'est une lecture, en tout cas, sous forme de la défense. Donc c'est pour ça qu'il faut défendre les combats de coqs, parce que ça défend notre culture, si on peut dire. Mais de l'autre côté, vous avez les condamnations. Alors là, ça m'a amusé parce qu'on voit qu'il y en a qui partent de très loin. Donc il s'agit en l'occurrence d'une ONG, si on peut dire, qui est une ONG extérieure au pays et qui est scandalisée parce que Breaking Investigation, donc il y a des chauffeurs de taxi qui amènent les touristes au combat de coqs, et donc ça date de 2025, donc là ça date d'il y a un mois, en disant ben voilà, il y a des touristes pas méfiants qui vont se retrouver assister à ces spectacles répugnants avec voilà, des coqs terrifiés, etc., etc. Les chauffeurs de taxi font la promotion de ces spectacles. Et donc PETA, donc c'est l'association en l'occurrence de défense des animaux, qui exhorte les voyageurs à rester loin de ce sport et qui s'en remet à l'article 303 du code pénal indonésien qui condamne donc les jeux d'argent en disant que les paris constituent une infraction pénale, etc. Donc là, on est clairement de l'ordre de la condamnation. Alors après, évidemment, c'est plus compliqué que ça, de dire que c'est les étrangers qui condamnent et les balinais qui... Parce qu'au sein des balinais, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Là, c'est assez caricatural, mais c'est l'idée de comment faire entre les deux. Ben justement, alors il y a des voies médianes. La voie médiane, ça va être ici, dans ici à gauche, l'idée d'une tradition qui est une tradition mais controversée, et donc proposition de solution, c'est d'enlever les taras, d'enlever les lames, ou alors d'avoir des lames émoussées. Comme ça, on a certes un combat de coq, mais qui est moins mortel. Et d'ailleurs, en Haïti, en fait, il n'y a pas de lames, par exemple, au combat de coq. Alors, il n'empêche que les coqs se blessent aussi, mais disons que là, ça va quand même très vite. Avec les lames, c'est vraiment très rapide. Et cette idée d'avoir, alors j'allais dire de ménager la poule et l'œuf, mais sans jeu de mots. Alors, il y a eu cette notion d'interculturation qui a été appliquée à Bali par ses collègues. Donc, vous avez ici la référence. Donc, c'est Sylvine Piquel-Chevalier, Violier et Parentica. Donc, je suis désolée pour les prénoms, je les ai. Mais avec cette idée de l'interculturation, c'est-à-dire en gros, des interactions entre les détenteurs de cultures différentes et le fait que ça interagit sans s'éliminer. C'est pas l'acculturation, si vous voulez. Et effectivement, peut-être que pour la question du bien-être animal, on a cette inculturation. Mais quid du côté jeu d'argent ? Puisque, in fine, cette question du contrôle et cette affirmation du régalien, elle se pose aussi et surtout peut-être sur cet argent qui échappe. Alors, si on fait toujours pareil, un petit tour d'horizon, est-ce que ce phénomène, il est sous contrôle ? Non. Alors là, c'est revue de presse 2022 dans les NTT, c'est-à-dire Nusa Tenggara Timur, c'est la province, la grande province qui est tout à fait à l'est de l'Indonésie, mais côté indonésien, et vous avez une descente de police avec des jeux d'argent, dont les cockfighting. Et c'est une violation de cet article 303 qui condamne les jeux d'argent. Et ce qu'on demande, c'est la participation de la communauté. Donc en gros, on s'appuie, la police indonésienne s'appuie sur cette demande en disant « communauté locale, aidez-nous à dénoncer les jeux d'argent qui sont illégaux dans votre pays, et notamment cette pratique des combats de coqs ». Je continue, Sulawesi aussi, si on va faire un tour d'horizon, des combats de coqs à Sulawesi, c'est aussi monnaie courante. À Sumatra, monnaie courante également. Et là, vous avez un cas qui date de 2025 aussi, avec un policier
qui prenait part lui-même au combat de coq et qui était mouillé dans une affaire de combat de coq. Mais c'est aussi vrai à Java. Donc sur l'île même de Java, là vous avez un extrait pareil de revue de presse. On est à Malang, hein, donc dans l'Est Java, avec arrestation. Vous avez 10 coqs combattants avec leurs cages, etc., qui ont été arrêtés. Donc c'est pas simplement un problème, vous avez bien compris, hein, entre les îles extérieures et Java, puisque au sein même de Java, on a des combats de coqs. Et même dans cet archipel des Rios. Alors l'archipel des Rios, c'est intéressant parce qu'on est dans le détroit de Malacca. Donc on est au cœur de ces détroits qui est au cœur de la mondialisation mondiale, hein, comme Nathalie Faux l'explicite si bien. Et dans ce détroit de Malacca, donc là ce sont des travaux d'une Norvégienne qui indique que là il y a des combats de coqs et que les Singapouriens constituent la majorité des joueurs. Donc des gens viennent de Singapour assister aux combats de coqs sur l'archipel, mais parfois des gens viennent de Malaisie, de Thaïlande, de Brunei. Donc je rappelle, Brunei, les jeux d'argent sont interdits. Singapour, Thaïlande, Malaisie, je vais y venir tout de suite. Donc et des Indonésiens qui ont assez d'argent pour y participer. Ce sont des hommes qui font passer clandestinement des Indonésiens de Kundur à la Malaisie. Donc l'idée qu'on rejoint en fait des pratiques illégales, mais c'est aussi le lien avec une forme de mondialisation économique, hein, qui est indiquée là, puisqu'on a des Thaïlandais, des Malaisiens, et tout le monde se retrouve sur ces îles autour des combats de coqs. Si je retourne, et du coup ça devient un enjeu social, évidemment, mais aussi un enjeu de recherche universitaire. Donc là, vous avez des universitaires indonésiens avec des articles récents. Le premier s'intéresse à est-ce que c'est un rituel ou un divertissement? Si c'est un rituel, on ne va pas l'interdire. Si c'est un divertissement avec de l'argent, là, il faut l'interdire. Le deuxième article ici, qui date de 2025, c'est la motivation des participants. Sur pourquoi les gens participent au combat de coq. Et puis, un article de 2024 qui porte sur les jeux d'argent à Kupang, qui s'intéresse à cet enjeu en disant « les jeux d'argent sont encore très répandus dans le pays », sous-entendu, un jour peut-être, ils ne seront plus répandus dans le pays, et qui met en évidence une autre dimension des jeux d'argent, qui sont les jeux d'argent en ligne. En disant, ben oui, mais à Kupang, il y a aussi des jeux d'argent en ligne. Et effectivement, de ça, je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais c'est sans doute là la nouvelle dimension qui est très importante. Et si je repars au Timor, avec ce nouveau Timor qui émerge, donc qui n'est pas primitif, arriéré, etc., mais qui est pétrodépendant et connecté au reste du monde, eh bien, il y a de nouveaux jeux d'argent. Dans ces nouveaux jeux d'argent, il y a des jeux à gratter et puis des paris sportifs. La Fédération française de foot est très présente et les paris sportifs sont très développés, puisque là, ce sont des jeux acceptables et des jeux qui sont justement connectés et modernisés. Et du côté de l'Indonésie, alors si le modèle, c'est un petit peu l'État moderne comme la Malaisie et Singapour, les combats de coqs sont interdits, on a bien compris dans ces endroits-là, puisque les jeux d'argent sont interdits théoriquement, mais il y a quand même des jeux illégaux, et c'est vrai en réel, mais pas en virtuel, c'est-à-dire que du coup vous avez des combats de coqs virtuels, et là on est sur Bobawin, hein, qui est un site en ligne de jeux où vous avez donc fishing game, ça on les trouve dans les casinos réels, hein, on en a vu au Cambodge pas mal, et des cockfights. Donc en conclusion, hein, on peut dire que certes cette pratique des combats de coqs à Timor et à Bali, elle permet de soulever des questions de résistance à l'État javanais, d'une façon ou d'une autre, mais on voit bien que ce n'est pas propre à ces deux territoires et que même sur l'île de Java, ça se pratique, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit que ça recoupe d'autres fractures, ville-campagne, illégal, rituel, divertissement, selon qu'on est du côté justement de l'un ou de l'autre, avec la difficile position de l'État qui tend à poursuivre sur une position d'interdiction totale, mais tout en s'appuyant sur les communautés locales pour dénoncer. Et puis surtout, on sent bien que partout gagnent du terrain ces jeux d'argent en ligne qui, eux, échappent en grande partie aux États et à leur pouvoir, hein, c'est ce dont on parlait ce matin, et que donc là, on sort complètement d'une question de résistance culturelle avec cette entrée massive des jeux d'argent en ligne qui viennent complètement redistribuer toutes les cartes. Mais évidemment, tout ça, ce serait à confirmer par des recherches de terrain que j'espère vraiment faire. Voilà, je vous remercie de votre attention et on a peu de temps pour des questions. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la place de la masculinité dans ces jeux. Comment justement ce groupe social évolue dans ce pays
Et pourquoi ils auraient besoin de ça? Alors, le groupe social, c'est-à-dire d'accord, les garçons, en Indonésie globalement, enfin, je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas comment les hommes évoluent en Indonésie de façon globale. C'est une question trop vaste et trop complexe et je ne pourrais pas y répondre. Ah oui, alors de toute façon, ça c'est une constante aussi. Et d'ailleurs, dans l'article de Herzlar, il dit c'est un des seuls endroits à Bali où les hommes et les femmes sont séparés. C'est les combats de coq, parce que globalement, dans la société balinaise, il y a quand même pas mal de mélanges. Et là, c'est séparé. Et au Timor, effectivement, on a vu une jeune femme là, qui était en fait notre fil directeur du film, mais qui avait un statut un peu particulier. Donc il y a des femmes autour sur les autres jeux pour vendre à manger, etc. Mais pas dedans. Donc effectivement, c'est un lieu de masculin. Mais ça, c'est vrai partout. C'est vrai en Haïti, hein, que c'est masculin. Mais il y a quand même quelques femmes de temps en temps. Mais du coup, ce sont des figures féminines fortes. Mais on a le côté exutoire. Alors après, en fait, il y a pas mal de littérature sur les combats de coq. Et donc, par exemple, chez les Grecs, il y avait l'idée que ça entretenait la force guerrière. Bon, on a vraiment toute cette idée de l'exutoire, de la violence. C'est assez classique. Hein, et que donc se jouent là des choses qui, du coup, ne se jouent pas ailleurs. En gros, ce qui reste dans l'arène permet de maintenir, comme ça, on a vu une énergie virile, mais on va dire policée. Voilà. Dans la carte, c'est beaucoup les pays musulmans où c'est interdit. Est-ce que vous avez un mot sur les autorités religieuses ou la manière dont c'est géré? Alors Bali, c'est pas musulman, enfin pas en majorité, mais est-ce que la religion joue un rôle, ou les autorités religieuses, ou pas? Alors oui, globalement, de toute façon, dans l'interdiction des jeux d'argent, hein, c'est très souvent lié avec la religion, notamment avec l'islam, avec la question de interdire l'usure et les paris. Alors il y a des nuances intéressantes, c'est-à-dire que par exemple les courses de chevaux, c'est considéré dans certains endroits comme un jeu de sagacité et non pas comme un jeu de hasard. Et donc dans ces cas-là, ça peut être autorisé, puisque voilà, on n'est pas dans la même logique. Mais après, sinon, oui, il y a clairement un lien direct entre la religion et l'interdit. Mais, et là c'est pareil, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, y compris dans des pays où, alors comme le Sénégal par exemple, où les jeux d'argent sont autorisés, mais d'après, il y a un doctorant qui s'appelle Nicolas Brun qui travaille sur les jeux d'argent en ce moment au Sénégal et qui explique que du coup, dans les quartiers qui sont les plus pratiquants, on va dire, les gens ne jouent pas, mais ils vont aller dans le quartier d'à côté où on ne les voit pas pour pouvoir jouer. Donc vous avez toujours de toute façon cette question du contournement de l'interdit. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est souvent un contournement spatial de l'interdit, sauf qu'avec l'éruption des jeux en ligne, eh bien, ça nous brouille aussi comme géographe, puisqu'on a moins cette lecture spatiale qu'entre en ligne de compte. Surtout avec la question des casinos en ligne qui sont hébergés sur des plateformes offshore, etc. etc. Mais donc, pour vous répondre, oui, il y a un lien clair et net avec la religion. D'où la spécificité balinaise où c'est interdit, mais aussi autorisé puisque c'est la tradition. Mais à Java, donc là, on n'a pas le côté traditionnel, mais c'est quand même traditionnel parce que c'est rural. En fait, c'est aussi cette continuité-là de ruralité. Pourquoi des lames enfin, en Indonésie et en Haïti, finalement, on n'utilise pas les lames dans les combats de coqs? Qu'est-ce que ça rajoute de plus dans le... Parce que Haïti, les coqs... oui, alors disons que les combats quand il y a des lames, ça va beaucoup plus vite, c'est mortel beaucoup plus rapidement, on va dire. Et alors, j'ai pas détaillé les choses, mais en fait, du côté en République dominicaine, ils mettent de temps en temps, ils les mettent les lames. Alors j'ai l'impression, mais peut-être que tu pourras compléter ma réponse, j'ai l'impression que du côté d'Haïti, il y a quand même l'idée de maintenir son coq en vie quand même assez longtemps, et on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir un coq comme ça qui meurt en 5 minutes direct et passe. Alors même si après on le mange le coq, mais voilà. Et donc il y a quand même cette question. Alors les éperons en Haïti pour le coup ils sont taillés, voilà, ils sont taillés pour être plus acérés, mais puisque en République dominicaine, de l'autre côté de l'île, on met des lames qui ne s'appellent pas des taras, je pense qu'il y a une question effectivement, on n'a pas les moyens, quoi. Voilà. Voilà, tu confirmes? Merci.
ce qui a empêché la poursuite du terrain, c'est le sujet qui a fait que tu n'as pas... Non, rien à voir. C'est le temps, c'est l'espace-temps de l'enseignant-chercheur. Voilà. Mais non, mais j'aimerais bien, voilà, plutôt... Mais j'ai préféré préciser que oui, c'était, voilà, ce sont des pistes, mais que j'ai pas pu encore creuser en détail. Voilà. Le Timor, oui, mais c'était il y a un moment. Mais Bali, à l'heure actuelle, j'aimerais bien, voilà. D'autant que régulièrement, on entend, bah oui, il y a une invasion javanaise à Bali. Ça, je pense que on l'entend assez rapidement quand on est à Bali. Et il y a cette question du pont, du projet de pont, alors qu'il y a un peu le serpent de mer, oui ou non le pont. Alors là, vraiment, ce serait physiquement la fin du précaré physique, voilà, par rapport à Java. Et donc, cette question de la résistance, c'est pour ça que, par exemple, ces jeunes avec la résistance avec les combats de coq, ce serait intéressant de rentrer un peu plus en détail pour voir si vraiment ils disent que c'est ça. Alors, pour la question en plus de la résistance, c'est marrant parce qu'aux Antilles, en Guadeloupe, Martinique, etc., où il y a des combats de coq, jusqu'à présent, c'était plutôt un truc de vieillissant, on va dire. Mais là, il y a quelques mouvements de jeunes qui se mettent à pratiquer les combats de coq en disant ça, c'est un truc de chez nous. C'est pas un truc métropolitain. Vous voyez. Donc, ça rejoint aussi des questions un peu identitaires qui réémergent. Donc, ce serait intéressant de faire ça. Mais si ça n'a pas été fait, c'est pas pour des questions d'interdiction parce que dans ces cas-là, on y va avec un visa touriste en disant ah ben oui, comment ça se passe ici. Enfin, voilà, on fait le naïf, quoi. Ça dure combien de temps un combat de coq? Alors, c'est variable. Pour le coup, en Haïti, ça peut durer assez longtemps. Là, on en a vu au Cambodge il n'y a pas très longtemps. Parfois, ça dure quelques minutes, parfois un peu plus longtemps. Mais ça va relativement vite. Quand il y a les lames, ça va relativement vite. Parce qu'en fait, c'est soit il y en a un qui vraiment domine l'autre, voire le tue, soit en fait, il n'arrive plus au bout d'un moment à les mettre face à face, parce qu'il y en a un qui s'enfuit, qui ne veut pas se battre, donc il est disqualifié. Donc c'est assez rapide. Ça dure, je dirais, peut-être en moyenne 5 minutes. Quelque chose comme ça. Quand il y a des lames. Sinon, ça peut être beaucoup, beaucoup plus long. Oui, donc les combats s'enchaînent les uns derrière les autres. Alors là aussi, je ne suis pas rentrée dans ce détail-là, mais le système des paris, qui a été très bien décrit justement par Hertz, parce qu'en fait, il y a les paris entre les deux personnes leurs coqs, qui sont au milieu, et donc ils parient en face à face, on va dire, et puis le vainqueur gagne l'argent total. Après, il reverse une partie, etc., etc. Et après, il y a tous les paris qui ont lieu autour, qui sont des paris complémentaires, en gros, qui se calque sur ce qui se passe au milieu. Et là, on va chercher, en fait, c'est pour ça que ça crie beaucoup avant les combats. Après, il y a un moment de silence, et puis après, ça reprend pendant avec l'excitation, où on va chercher quelqu'un, parce que par exemple, moi, je vais vous dire, vous dites coq blanc, moi, je vais dire le rouge, et on se regarde, on dit 50, donc sous-entendu, je mets $50 sur le rouge, vous mettez $50 sur le blanc, et par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est payé tout de suite. C'est-à-dire tout ce qui se passe, et ça c'est vrai au Timor, c'est très bien décrit dans l'article de 58 de Clifford Geertz, c'est qu'il y a quelque chose dans l'immédiateté, et c'est le ici et maintenant, et donc on règle, et puis c'est hors de question de ne pas payer, quoi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de perdre la face, de la masculinité peut-être aussi, mais on paye ici et maintenant. Donc voilà, autour, on cherche quelqu'un pour faire un pari comme ça, et parallèlement les deux au milieu. C'était passionnant, Marie. J'ai une question. Merci. À Madagascar aussi, il y a des combats de coq, comme tu le sais. À ma question, est-ce que tu penses, comme tu as parlé également d'Haïti, que c'est une diffusion qui s'est faite, entre guillemets, culturelle par les populations? Est-ce qu'on sait? Ou est-ce que c'est plutôt des sociétés rurales où il y a de l'élevage et tout simplement c'est la cohabitation homme-animal? En fait, c'est très compliqué de savoir, mais Okay. Comme si c'est vraiment tellement partout, à plein d'endroits, de façon presque concomitante, je veux dire entre Angkor et Pompéi, voilà, pas forcément de circulation. Et donc, il y a des choses comme ça qui sont concomitantes. Donc, alors après, objectivement, vous savez bien que dans un poulailler, vous avez un coq, pas deux, sinon, de toute façon, il se tue, c'est-à-dire naturellement, il se tue. Je suis pas en train de dire, voilà, mais il y a quelque chose de l'ordre du... il suffit d'élever des poules pour se rendre compte que deux coqs se battent. Et donc, en gros, c'est plutôt l'idée que ça suit l'élevage des poules, plutôt que l'idée qui, alors après, dans les nuances, dans les spécificités des pratiques, il y a peut-être des choses qui ont circulé, mais dans l'existence même des combats de coq, il suffit d'avoir élevé des poules quelque part, et ça, voilà. Je crois que voilà, c'est le moment. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence et de vos questions.